Bonjour à tous et à toutes. On va attendre tranquillement que vous vous connectiez. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième DARE Chat Expert organisé par DARE Woman sur l'impact des dernières mesures gouvernementales sur la gestion financière des entreprises. En attendant que chacun et chacune se connecte, un mot de DARE Woman, qui est une association qui a maintenant à peu près 1 an. Elle a été fondée par Frédéric Picard-Le Bihan. Elle compte une centaine d'adhérents, femmes et hommes, en France et à l'étranger. Qu'est-ce que DARE Woman? C'est un activateur d'audace pour les femmes. DARE Woman a pour ambition d'encourager les femmes à avoir de l'audace et à faire preuve de solidarité entre elles, afin de s'accomplir dans leurs projets personnels et dans leur vie professionnelle en particulier. Par différentes actions, 3 axes majeurs, des voyages qu'on appelle les DARE Trips, le premier ayant eu lieu au Liban et le prochain a priori à Tunis, par des outils et des conférences inspirantes. Et durant la période de confinement, nous organisons chaque mardi à 17h avec un lien Zoom des DARE Chat experts qui mettent l'accent sur une expertise en lien avec l'actualité du moment pour vous donner de l'information utile, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle. Aujourd'hui, j'accueille Cécile Casanova et Jean-Jacques Villa du cabinet d'expertise comptable Excovilla. Alors, bonjour Jean-Jacques, vous êtes le fondateur du cabinet Excovilla. Bonjour Cécile, vous êtes son associée depuis septembre dernier. Merci de nous consacrer un peu de votre temps car je sais que la période est extrêmement chargée de votre côté. Déjà, comment vivez-vous la période ? On a été aussi pas mal sur le front pour soigner nos entreprises. Donc ça, c'est une période assez dense. Ouais, c'est un rôle majeur parce que ces mesures qui sont mises en place pour sauvegarder les entreprises, elles évoluent effectivement chaque jour. La semaine dernière, on a fait un DARE Chat, c'était plutôt les mesures sociales et on va à nouveau les aborder ensemble aujourd'hui parce qu'elles évoluent chaque jour. Et toi, Jean-Jacques, comment vis-tu la période? Moi, c'est ma 40e période fiscale, donc je suis un peu habitué. D'accord. Traditionnellement, c'est une période où on a beaucoup de travail, on est très, très demandé, et en particulier parce que ce problème qui arrive, le chef d'entreprise se retourne immédiatement vers son généraliste, qui est son expert comptable. Et que ce soit la plus petite entreprise qui n'a pas de salariés, qu'aux plus grandes comme on a chez nous, qui font 400, 500 salariés, ben, tout le monde vient vers l'expert comptable et lui demande qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit choisir. Est-ce qu'il doit faire un prêt? Est-ce qu'il doit demander la trésorerie? Est-ce qu'il doit mettre les personnes au chômage technique? Et donc, automatiquement, on est en première ligne. Alors, l'administration fiscale a bien voulu considérer qu'on va avoir un peu plus de travail. Elle a repoussé toutes les dates limites de déclaration qui traditionnellement sont début mai vers la fin juin. Donc, on sait, si elle fait ça, c'est parce qu'ils savent que nous, experts comptables, on va avoir de plus en plus de travail. Et tous les jours, on est là pour répondre aux questions des entreprises. Comme on le fait aujourd'hui avec vous. Eh bien, merci. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour les règles, entre guillemets, du jeu pour ce DARE Chat Expert, vous pouvez poser, je m'adresse donc aux personnes qui se sont connectées, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du DARE Chat en écrivant sur l'onglet « Converser ». Vos micros sont coupés pour une meilleure qualité effectivement, et puis un PowerPoint va être projeté. Je vous laisse démarrer. Alors, peut-être en préambule de cette présentation, c'est important d'expliquer un peu la logique de toutes ces mesures et ce qu'a voulu faire le gouvernement en déployant autant de mesures pour aider les entreprises. C'est vrai que on parle de 300 milliards d'euros qui ont été débloqués pour les entreprises et derrière ça, la logique de notre gouvernement, c'est de dire on veut soutenir les entreprises pour éviter des faillites et des réactions en masse, ce qui serait d'autant plus catastrophique pour l'économie. Donc le choix qui a été fait par notre gouvernement, ça a été plutôt de dire on va créer de l'argent
pour donner des liquidités aux entreprises, éviter les faillites, et on verra plus tard, sûrement par des impôts, comment on finance toutes ces mesures. Donc c'est très important, puisque ce n'est pas le cas dans tous les pays, d'avoir cette logique en tête, et on retrouve bien le rôle de l'État-providence en France. En plus, ils ont été très, très réactifs, ils ont élargi beaucoup, assoupli énormément, et on va ensemble faire l'éventail des mesures sur les 4 thématiques majeures du moment, qu'elles soient sociales, fiscales, financières et juridiques. Donc alors, effectivement, le gros des mesures et la mesure phare de tout ce dispositif, elle concerne les salariés. Ça a été la mise en place du chômage partiel, qui a été l'une des premières annonces. Aujourd'hui, je crois qu'un peu plus d'un Français sur 4 est au chômage partiel. Alors, il y a eu une annonce qui a été faite, et petit à petit, ce dispositif a été affiné sur le mois de mars et encore aujourd'hui pour l'étendre et l'adapter au plus grand nombre. Donc, je crois que vous avez eu une présentation la semaine dernière sur ce sujet, donc on ne va pas trop s'y attarder, mais simplement, il me semble important de bien rappeler que c'est vraiment le point important. Avec aujourd'hui, on a la possibilité d'indemniser ces salariés, de mettre en chômage partiel ces salariés qui sont quand même indemnisés à hauteur de 84% de leur salaire net. Ce dispositif a été aussi ouvert au cadre au forfait, ce qui n'était pas le cas antérieurement, et ça permet quand même d'apporter un vrai soutien aux entreprises qui sont indemnisées une fois que la demande est acceptée, à peu près sous 10 jours, ce qui est quand même assez réactif comme délai. Oui, c'est très rapide. Oui. Si je suis salariée et que j'ai envie de suivre une formation durant la période. Alors voilà, c'est l'un des points aussi qui est intéressant, c'est que pour un salarié, plutôt que de se retrouver au chômage partiel, bien entendu sous réserve de l'accord de son employeur, il peut avoir la possibilité de demander à suivre une formation. Et l'avantage, c'est que le salaire du salarié en formation pendant cette période est pris en charge à 100%, et donc il peut avoir un maintien de salaire à 100%. Donc et l'employeur est indemnisé pour ce montant, contrairement au chômage partiel où il n'est indemnisé qu'à hauteur de 84% du net. Voilà. D'accord. C'est vrai que nous l'avions abordé également un peu la semaine passée. Oui. L'autre mesure qui est en train de se mettre en place pour encourager les salariés qui travaillent dans cette période un peu compliquée, c'est une mesure qui existait déjà, qui a été créée il y a en 2018, c'est la prime PEPA. Donc la prime pour le pouvoir d'achat, qui donnait la possibilité aux employeurs de verser une prime à hauteur de 1 000 € à ses salariés, exonérés de charges sociales et non imposables à l'impôt sur le revenu. Donc cette prime avait très bien fonctionné, elle avait connu beaucoup de succès auprès des entreprises et des salariés. Aussi, le gouvernement avait décidé de la renouveler en 2019, mais en restreignant un petit peu les conditions. Et l'une des conditions majeures en 2019 était la possibilité d'octroyer cette prime sous réserve de la mise en place d'un contrat d'intéressement. Puisqu'il y a une vraie volonté du gouvernement de favoriser la mise en place dans les PME de contrats d'intéressement qui permettent finalement de rémunérer les salariés, mais on est dans une logique collective. Et finalement, cette mesure, du coup, du fait de cette contrainte, connaissait un petit peu moins de succès. Mais là, avec la crise actuelle, ils sont en train de revenir sur cette condition. Et alors, ça évolue tous les jours. Les derniers décrets sont sortis vendredi dernier.
mais il serait question de pouvoir l'octroyer sans le recours à la mise en place d'un contrat d'intéressement, et le montant serait également augmenté puisqu'il passerait de 1 000 à 2 000 euros. C'est significatif, oui. Ce sont des points importants. Au niveau des mesures sociales, outre le chômage partiel et la formation, il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place. L'un d'eux concerne l'arrêt pour garde d'enfants ou l'arrêt pour les personnes à risque, qui donne la possibilité pour les salariés qui doivent garder leurs enfants de s'arrêter et d'être indemnisés à hauteur de 90% de leur salaire. Alors là aussi, ce dispositif qui était initialement réservé aux salariés a été finalement élargi et ouvert aux indépendants, parce que ça crée quand même une injustice assez forte. Et il y a beaucoup de mesures dans cette crise qui finalement sont sorties d'une certaine façon, et une fois que peut-être les retours de la pratique ont été réalisés, on voit qu'il y a eu des dispositions complémentaires qui sont souvent venues élargir les mesures. Et on voit bien qu'à chaque fois, il y a une volonté finalement de couvrir le plus grand nombre et de donner accès au plus grand nombre à ces mesures. Voilà. Donc cette mesure, elle court par exemple jusqu'au 11 mars? Alors, jusqu'au 11 mai, pardon. Alors, cette mesure, elle a beaucoup évolué, puisque initialement, donc, l'arrêt pour garde d'enfants était ouvert à tout le monde. Puis il y a eu une première modification qui a dit que finalement, les salariés dont les entreprises avaient recours au chômage partiel, dont l'établissement a été fermé, finalement n'allaient plus être en arrêt pour garde d'enfants, mais allaient basculer en chômage partiel. Oui, d'accord. Puisque c'est finalement, en gros, ça passe sur une durée d'1 mois. Et finalement, c'est quand même plus intéressant pour l'entreprise, parce qu'au lieu de devoir supporter 40% du coût du salaire du salarié, elle peut être indemnisée en totalité. Donc, il y avait une volonté là aussi d'alléger le coût pour l'entreprise. Et puis finalement, il y a encore une modification qui a été apportée la semaine dernière, où l'arrêt pour garde d'enfants, pour les entreprises qui étaient encore en activité, qui n'avaient pas basculé leurs salariés, à compter du 1er mai, les salariés basculeront en chômage partiel. Très bien. Voilà, donc ça, ce sont les... Tu voulais dire quelque chose? Non, continue, ça va très bien. Peut-être une dernière mesure qui concerne directement les salariés et qui a peut-être concerné certains d'entre vous. Donc, outre tous les dispositifs dont on vient de parler, il a été aussi voté depuis le début de la crise la possibilité pour l'employeur d'imposer des congés payés, jusqu'à 6 jours de congés payés, sous réserve d'un accord d'entreprise ou de l'accord de branche. On l'a en effet évoqué la semaine dernière, y compris les 10 jours de RTT également, qui eux n'ont pas besoin d'accord. D'accord. Exactement. Mais les CP, il y a des accords de branche où effectivement il faut un accord tacite entre le salarié et l'employeur. Oui. Exactement, voilà. Okay. Alors, maintenant, on va en venir un petit peu plus aux mesures qui concernent donc directement l'entreprise à proprement parler, et tout ce qui va permettre de, entre guillemets, préserver sa trésorerie. Au niveau du social, bien entendu, on a eu la possibilité de reporter les échéances URSSAF pour le mois de mars et pour le mois d'avril. On a donc ces démarches se font au niveau quand on déclare la DSN de façon concrète. On décide de reporter l'échéance du paiement. On a également la possibilité de demander des reports au niveau des cotisations retraite en s'adressant directement aux caisses. Et pour les indépendants, les prélèvements RSI du 20 mars et du 20 avril ont été suspendus.
Donc ça, ce sont des mesures assez intéressantes. Ensuite, donc voilà globalement pour ce qui concerne les mesures sociales. Donc on va peut-être passer aux mesures fiscales, deuxième volet. Mesures fiscales. Donc là aussi au niveau fiscal, la logique ça a été de dire pour l'instant on reporte pour préserver la trésorerie des entreprises. Au niveau du calendrier fiscal, donc c'est ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure en bulle, donc il y a eu une conscience de la surcharge de travail qu'avaient les experts comptables, et donc on a la possibilité de déclarer les liasses fiscales jusqu'au 30 juin, alors qu'initialement la date initiale était le début mai. Donc, et avec du coup ce décalage, c'est forcément aussi le décalage du paiement des soldes d'IS, de CVAE et sur les TVA, les soldes de TVA annuels. Vous pouvez nous indiquer la signification de CVAE, enfin CA d'accord, CVAE c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. D'accord. L'ancienne taxe professionnelle. La taxe pro, oui. Au niveau de l'impôt sur le revenu pour les indépendants, l'autre mesure intéressante, c'est qu'on a la possibilité de moduler ces échéances de prélèvement à la source, où on peut reporter jusqu'à 3 mois les échéances. Donc ça, c'est en se connectant sur son compte Impôt Gouv, on a la possibilité de moduler. Donc soit on peut le faire soi-même, soit on peut demander à son expert comptable. Oui, parce qu'il faut une projection quand même de son chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas toujours très simple de moduler. Pour moduler les prélèvements à la source, c'est juste reporter les échéances. Là, c'est juste, on dit je décale. Non, c'est pas un nouvel. Enfin, le montant reste le même, c'est juste qu'il est décalé. D'accord. Ensuite, autre mesure au niveau fiscal, il y a eu la suspension du paiement des contrats de mensualisation de CFE et de taxes foncières. Alors en revanche, un point important, puisque ça a été une interrogation de beaucoup de clients, et il me semble important d'en parler, c'est que donc même si on a eu tous ces allègements, tous ces décalages de trésorerie au niveau fiscal, il y a quand même... Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, mais il y a quand même 2 points qui sont restés immuables. Ce sont les échéances de TVA et les échéances du prélèvement à la source. Alors pourquoi est-ce que ces échéances sont restées dues? C'est parce que la TVA, c'est un impôt où finalement l'entreprise a le rôle de collecteur, et cet argent qu'elle collecte, il ne lui appartient pas, entre guillemets. Puisque la TVA, c'est un impôt qui, in fine, est payé par le particulier. Et l'entreprise, d'un côté, collecte de la TVA et déduit sur les dépenses qu'elle a. Et lorsqu'elle doit reverser de la TVA, on parle bien de reverser. Et donc, cet argent, il ne lui appartient pas. Et donc, il n'y a pas eu de décalage par rapport à ces échéances-là, même si on a eu quand même quelques assouplissements dans les modalités de déclaration où on a eu une tolérance de déclarer sous forme d'acompte plutôt que sous déclaration formelle. Voilà, c'est vrai que la TVA, c'est toujours un sujet, hein, parce que ça fait toujours des sommes, la TVA, et l'entreprise, le chef d'entreprise ne le voit pas comme ça. En réalité, la position de l'État est très claire. La TVA, comme le prélèvement à la source, ne sont pas des charges de l'entreprise. L'entreprise est simplement un collecteur, c'est-à-dire elle récupère de l'argent de tiers. Le prélèvement à la source, c'est des salariés. La TVA, c'est entre les fournisseurs et les clients. Elle prélève cet argent et cet argent n'est pas elle. Donc, on lui dit, voilà, vous l'avez prélevé, vous devez le restituer. Alors, c'est tout à fait valable quand il s'agit de prestations de services, parce que la prestation de services se paye à l'encaissement. Donc, l'entreprise a vraiment encaissé. Il est évident que quand c'est des ventes de biens, l'entreprise peut avoir facturé et n'a pas encaissé. Alors, c'est pour ça que l'État, certainement, a rajouté une mesure pour tenir compte du fait que même si ce n'était pas un impôt à la charge de l'entreprise,
mais les ventes de biens étant assujetties, comme on dit, au moment de la livraison, c'est-à-dire au moment de la vente, même si elles ne sont pas encaissées, l'État a fait un effort pour pas que cette TVA pénalise trop les entreprises. Oui, bien, bien clair, effectivement. La TVA reste due dans la période. Voilà. Pas le choix. Et donc, concernant le prélèvement à la source, finalement, là aussi, c'est une retenue qui est faite sur le salaire du salarié. Mais cet argent, s'il en est de même, ce n'est pas un argent qui, du coup, appartient à l'entreprise. C'est un argent que ça aurait été un montant payé par le salarié au titre de son impôt sur le revenu. C'est pour ça qu'on n'a pas pu retenir les paiements sur le prélèvement à la source. C'est un problème. Ouais. Donc, voilà pour les mesures fiscales. Concernant tout ce qui est point sur les mesures financières et les aides qu'on peut aller chercher auprès des banques. L'autre mesure phare de cette crise, la première réaction lorsque la crise s'est déclarée, ça a été de reporter toutes les échéances de crédit auprès de ces banques. Les banques ont globalement joué le jeu et il a été possible de décaler en général ces échéances de prêts de l'ordre d'environ 6 mois, le temps de passer la crise. Malgré tout... C'était compliqué pour certaines entreprises de négocier ça avec leur banque, ou ils ont été super compréhensifs? Alors, en règle générale, ça s'est plutôt bien passé. Il est évident que les entreprises qui sont en bonne santé financière, ça s'est passé, je vais dire, très rapidement. On dit des 2 doigts d'un nez. Les entreprises qui sont plus en difficulté, c'est toujours plus délicat. Hein. D'accord. Avec les banquiers, ils sont très regardants sur les entreprises en difficulté. D'ailleurs, certains dispositifs écartaient les entreprises mises en redressement judiciaire. Hein. Donc, mais dans l'ensemble, on va dire que ça s'est bien passé. Ces reports d'échéance, ça a été relativement facile. D'accord, merci. Ensuite, donc, l'autre mesure phare de cette crise, donc qui est venue en complément de tous ces reports d'échéance, ça a été le prêt PGE. Donc, le prêt PGE, c'est un prêt qui est garanti par l'État et qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, c'est finalement 25% du chiffre d'affaires, c'est quand même significatif. Il y a une vraie volonté de donner des liquidités aux entreprises pour leur permettre de passer la crise. Alors, le point important, c'est que quand même, ces prêts sont bien octroyés par les banques de nos clients, par leurs banquiers en général. Donc, dans la démarche pour obtenir ce prêt, il faut d'abord prendre contact avec son banquier et sur accord préalable du banquier, on peut aller voir la BPI qui a mis en place une plateforme pour demander une attestation et ces prêts sont garantis à hauteur de 90% par la BPI. C'est pour ça qu'on parle de prêts garantis par l'État. Donc finalement, la banque se retrouve en risque sur 10% du montant octroyé à l'entreprise. Alors, ces prêts qui peuvent aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, ça reste des prêts. Ils sont débloqués avec un différé de remboursement d'1 an. Et au bout d'1 an, la possibilité est offerte à l'entreprise de dire soit je rembourse parce que j'en ai la possibilité, soit j'étale sur 5 ans le remboursement. Alors, le coût du prêt la première année, c'est simplement le coût de la garantie qui est de 0,25%. Et ensuite, si on décide de l'étaler, il y a, alors souvent ce que font les banques, c'est qu'elles disent que le financement sera octroyé à prix coûtant. Donc, ça veut dire qu'il y aura des intérêts au taux où la banque se financera au moment du rééchelonnement. D'accord. Et c'est rapide entre le moment où on contacte sa banque et il y a l'accord de la BPI, on reçoit les sous au bout de combien de temps? Alors, tout dépend des banques. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que dans un premier temps, la mesure était mise en place avec en première ligne la BPI. La première annonce du gouvernement, c'était la BPI qui allait faire ce prêt. Et après, ils ont réalisé que quand même faire autant de contrats de prêt aussi vite, ça ne pouvait pas marcher.
dont le gouvernement a changé son fusil d'épaule. Cet BPI qu'il aime tant, il a dit ben, tu vas attendre un petit peu, tu vas te mettre là, tu vas garantir les prêts, mais ce n'est pas toi qui vas les faire, parce que c'était impossible matériellement que ce soit le BPI qui fasse tout ce boulot. Bon. Ouais. On va vers les banquiers. Alors, les banquiers, toujours pareil, là aussi, il y a, selon les banques, on a des demandes plus ou moins, je dirais, difficiles à formuler ou à remplir, parce que certaines banques nous demandent pratiquement rien et d'autres sont plus exigeantes. Alors, alors de ce qu'on a entendu des les banquiers sont garantis par la BPI, mais il y aurait, alors je vous le livre comme un banquier me l'a livré, il y aurait quand même dans la clause de garantie un petit paragraphe qui dirait que finalement, si le banquier prête un peu trop facilement à des gens qui sont en grosse difficulté, peut-être que la BPI ne tiendra pas parole sur sa garantie, vous voyez. Donc le banquier est un peu plus regardant dans certains cas. Voilà. Mais normalement, le banquier étant garanti à 90%, ça se passe relativement bien. Alors, bien évidemment, on a des dossiers, j'avais encore un client tout à l'heure qui me disait que telle banque lui demandait plus de renseignements qu'une autre. Oui, c'est vrai. En pratique, des banques vont très vite et d'autres donnent un peu plus de documents. Voilà. Alors, le paradoxe de cette affaire, c'est qu'on a prévu un remboursement dans l'année et un remboursement dans 5 ans. Il faut comprendre un peu ce qui se passe. Quand vous remboursez dans l'année, c'est quoi? C'est que c'était simplement un décalage de trésorerie. Les clients avaient bloqué les paiements, ils n'ont pas payé, donc vous n'avez pas encaissé, vous avez retardé un peu chez les fournisseurs, vous êtes un peu en difficulté, vous manquez de trésorerie, ce prix va très bien. Mais au bout d'un an, vous êtes censé pouvoir le rembourser. On espère que dans un an, tout sera reparti, tout sera revenu à la normale. On l'espère du moins. Quand on vous dit qu'on pourra pousser à 5 ans, ben finalement, qu'est-ce qu'ils vont financer? Ils vont financer des pertes. Le banquier n'aime pas financer des pertes, mais dans tel cas, ils vont vraiment financer des pertes. Et c'est ces pertes qui ensuite, il faudra 5 ans pour les rembourser. Ok. Je connais des plus petites entreprises qui n'ont pas obtenu le prêt de la banque liée à la BPI. Il y a un chiffre d'affaires minimum à faire pour une entreprise pour se porter, pour avoir des chances d'obtenir ce prêt. Il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum, mais comme son nom l'indique, il s'agit d'un prêt. Malgré tout, la banque reste quand même encore en risque et elle a son rôle de banque à jouer. Et si elle regarde la trésorerie qui est capable de générer l'entreprise, elle peut dire non, parce qu'en fait, c'est toujours difficile à entendre, mais même si je vous fais cette avance de trésorerie, c'est quelque part reculer pour mieux sauter. Et donc, j'estime que vous ne serez pas en mesure de rembourser, donc je refuse de vous faire le crédit. Malgré tout, si on trouve que la situation est quand même vraiment trop injuste, il y a la possibilité d'avoir recours au médiateur de crédit avec la Banque de France et d'aller chercher un soutien au niveau de la Banque de France pour dire examinez mon dossier de plus près, j'ai vraiment besoin d'un prêt, je serai capable pour telle raison de le rembourser, et donc c'est quand même un soutien supplémentaire pour aller négocier avec sa banque. Oui. Titre de statistique, on en a fait pas mal, nous, mais en aucun cas, on est arrivé à avoir de refus. Bon, peut-être une clientèle qui peut-être était prête à affronter des plus grosses difficultés, puisqu'il y a quelques années qu'on les suit, qu'on les coach, on va dire. Mais on n'a pas eu de difficulté. On n'a qu'un dossier qui a failli passer au médiateur, mais on a un petit peu insisté et le banquier s'est exécuté, il a fait son point. Mais c'est vrai qu'on peut supposer, c'était le cas de la personne que je connaissais, sur des entreprises dont la création est plus récente. Oui. C'est plus périlleux. Oui, c'est clair, c'est clair. 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence. Enfin là, c'était 2 ans d'existence. C'était difficile de se projeter, surtout dans des domaines peut-être plus à risque, comme la restauration, comme… la restauration, le problème de certaines activités, c'est qu'on ne sait pas où on va. Ces activités qui sont fermées, on ne sait pas où on va. Hein. On a des clients dans l'automobile. Les pourcentages de vente, vous avez vu, hein, le marché automobile français s'est complètement écroulé. La restauration fermée. Voilà. Et souvent, ce sont des gens qui vivent un peu sur le crédit fournisseur. Donc, je conçois que les banquiers, des fois, ils aient des difficultés pour faire un prêt. Hein. Ça peut arriver.
dans ce cas-là, si on pense, nous, que le client devrait avoir son prêt, ou on insiste auprès du banquier, et avec une notoriété, on arrive à forcer la décision du banquier, ou alors on va directement chez le médiateur du crédit. Et je pense que, en général, la majorité des entreprises, même avec un peu de difficulté, arrivent à obtenir leur prêt. D'accord, très bien, merci. Ouais. Alors, peut-être juste rapidement, mais on en a parlé dans le fil de la conversation. Donc, ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, effectivement, c'est que préalablement au prêt PGE, donc la BPI avait mis en place des prêts pour justement financer cette crise. Donc, il s'agit du prêt à tout et du prêt rebond qui existe, qui continue d'exister, qu'on peut aller chercher parfois même en complément d'un prêt PGE et dont les conditions d'octroi sont finalement aussi assez larges. Et souvent, le prêt rebond s'octroie même en partenariat avec la région. Voilà. Ça peut être une solution, ça aussi. Quand on est coincé sur le PGE, ça peut être une solution d'aller voir. C'est des enveloppes qui ne sont pas très utilisées, qui sont. Nous, on a fait des recherches pour pouvoir voir les conditions. On est arrivé à en sortir un de chaque. Oui. À la fin, justement, on donnera les liens utiles aussi pour ces aides régionales dont on parle moins, Voilà. mais qui sont des leviers, en effet. Ah oui, aussi, ouais. Alors justement, au niveau des aides, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de facilités de trésorerie, donc qui ne sont pas des cadeaux. Il y a quand même eu quelques mesures vraiment de cadeaux aux entreprises et aux indépendants pour pouvoir les aider à traverser cette crise. Alors, la mesure phare au niveau des aides, c'est l'aide DGFiP de 1 500 € qui est ouverte aux indépendants, aux auto-entrepreneurs et aux professions libérales et qui s'adresse donc aux petites structures, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Il y a également des conditions de rémunération. Et les conditions pour bénéficier de cette aide, c'est assez large, c'est assez facile, puisqu'il suffit juste d'aller sur le site de la DGFiP et de remplir un formulaire et d'attester sur l'honneur les informations pour pouvoir avoir le versement de cette aide, qui là aussi se fait très rapidement. Alors, cette mesure est quand même conditionnée, bien entendu, à une perte de chiffre d'affaires. Donc, pour le mois de mars, il y a eu, lorsqu'elle est sortie, la perte de chiffre d'affaires entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020 devait être de plus de 70%. Sauf qu'en fait, on s'est rapidement rendu compte que, compte tenu qu'on est passé en confinement le 17 mars, finalement, 70% du chiffre d'affaires, ça voulait dire que c'était qui était déjà en difficulté avant. Le gouvernement est revenu sur cette mesure en assouplissant et en passant à 50% de chiffre d'affaires sur le mois de mars. Pour le mois d'avril, cette aide est renouvelée et elle est même élargie, puisqu'en fait, on a de nouveau cette condition de chiffre d'affaires, mais il y a un deuxième volet de l'aide où, pour les entreprises qui connaissent des difficultés plus fortes et qui notamment n'ont pas pu bénéficier du prêt PGE, puisque leur banque ne leur a pas octroyé, elles peuvent aller en partenariat avec la région, aller chercher une aide complémentaire qui peut aller de 2 000 à 5 000 €. Et donc, concrètement, pour en bénéficier, il y a une plateforme au niveau des régions qui est en train d'être mise en place. Il faut expliquer les difficultés que l'on rencontre. Donc là, pour le coup, le rôle de l'expert comptable peut être important. Et c'est donc une aide complémentaire à aller chercher. Pour les deux questions, effectivement. Alors, donc, c'est une somme forfaitaire, les 1 500 €? Alors non, c'est vrai que c'est un point important à préciser. On parle de l'aide de 1 500 €, mais c'est un plafond. En fait, ces 1 500 € sont quelque part proportionnés à la perte de chiffre d'affaires. Et c'est jusqu'à 1 500 €, mais en fonction de la perte de chiffre d'affaires qu'on a eue. Et deuxième question, c'est imposable? Il y a des charges dessus?
Non, cette aide n'est pas imposable et n'est pas soumise à charge. D'accord, c'est intéressant. Alors, si jamais on n'a pas droit à cette aide, il y a quand même une autre possibilité pour aller chercher des aides concernant les indépendants, avec un dispositif au niveau de l'URSSAF, où on parle d'aide exceptionnelle pour le Covid. Donc, il y a un formulaire à remplir sur le site de l'URSSAF. Alors, je vais peut-être juste rapidement vous montrer le lien de la page internet, puisque c'est vrai qu'on a eu beaucoup de communication sur l'aide des GFIP, mais beaucoup moins sur cette aide d'URSSAF, où il suffit d'aller sur le site de la sécurité sociale des indépendants, et où on a un rappel de toutes les aides pour les indépendants, où on retrouve notamment cette aide des 1 500 €, mais on retrouve aussi notamment cette possibilité alors ils appellent ça Action sociale CPSTI, et qui consiste à du coup soit une aide exceptionnelle, soit une prise en charge totale ou partielle des cotisations. Et donc en cliquant, ça nous renvoie vers une page plus détaillée des conditions d'octroi qui sont finalement assez larges, et avec un formulaire à remplir qui est assez simple et assez facile à remplir. Vous êtes dessus là, Cécile, parce qu'on ne le voit pas. Nous. Vous le voyez pas? Oui. Sinon, c'est pas grave, on donnera le lien, mais. Ouais. Voilà, donc c'est sur le site de la sécurité des indépendants. Voilà. Alors, un petit, ouais, voilà. Autre aide URSSAF qui est aussi intéressante et qui est assez large, alors cette aide elle est assez récente, elle est sortie la semaine dernière. C'est une aide de 1 250 € qui a été validée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Et qui en fait concerne le plus grand nombre, puisque pour pouvoir en bénéficier, il faut seulement avoir été en activité au 15 mars et avoir été immatriculé au 1er janvier 2019. Et il n'y a aucune démarche à faire pour bénéficier de cette aide. Si vous avez cotisé à hauteur de plus de 1 250 € à la protection sociale des travailleurs indépendants, vous bénéficierez de cette aide. Et bien entendu, là aussi, c'est un plafond, c'est-à-dire qu'on en bénéficie jusqu'à 1 250 € dans le rapport des cotisations qu'on a versées. Voilà. L'autre point important, mais qu'on ne va pas développer là, mais on développera peut-être en fin de séance, c'est que donc nous, vous l'avez compris, on est situé à Perpignan, donc il y a tout un volet d'aide propre à la région Occitanie qui ont été mises en place. Et donc, bien entendu, alors, il doit y avoir certaines analogies, mais il est important aussi d'avoir en tête que des aides spécifiques sont mises en place au niveau des régions. Et donc, il doit y avoir aussi des aides au niveau de la région. Oui, on donnera les liens utiles, même pour toute la France, là, sur le PowerPoint, de façon à aller chercher aussi ces aides et les creuser. Voilà. Et enfin, dernier point, donc, qui concerne les mesures juridiques. Alors, peut-être juridiquement, donc, cette crise a été qualifiée donc, par Bruno Le Maire de cas de force majeure. Donc, alors, cette qualification en termes juridiques n'est pas neutre, donc il faut pouvoir aller voir par rapport à ces contrats dans quelle mesure cette qualification peut avoir des impacts ou non, notamment au niveau des contrats d'assurance, puisque je crois que tout le monde se pose forcément la question du rôle des assureurs dans cette crise. Et donc, il est important de, par exemple, se poser la question de ces couvertures d'assurance et de l'indemnisation, oui ou non, en cas de perte d'exploitation, en cas de force majeure, etc. En fait, vous nous conseillez de lire simplement ou de s'adresser à un juriste
Non, enfin, il y a des sujets sur lesquels on peut s'interroger et puis il y a des sujets sur lesquels il faut savoir ne pas perdre de temps. Alors, je vais faire une petite intervention sur ce sujet. Je vais rappeler simplement comment marche l'assurance. Le principe de l'assurance, c'est celui-ci, c'est une mutualisation des risques. C'est-à-dire, vous prenez 1000 personnes. Sur 1000 personnes, on va parler simplement, par exemple, de l'assurance voiture, dont on va savoir statistiquement que 5 vont avoir un accident grave et il va falloir changer sur 1000 personnes 5 voitures. Donc, on calcule les cotisations d'assurance en fonction du risque à venir et dont les assureurs, il est évident que pour une cotisation de 500 euros, si vous tamponnez votre voiture et que vous êtes tout risque, on va vous la changer, on va vous acheter une voiture neuve de 20 000 euros. Donc, on mutualise le risque. Là, il faut être réaliste. Je ne suis pas un fanat des assureurs, mais je suis quand même très réaliste. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où le risque il est étendu à la France entière. C'est-à-dire que le sinistre, il est sur la France entière. Il n'y a pas, par exemple, catastrophe naturelle, c'est un coin de France, c'est une ville, c'est une région, c'est quelques villages. Donc là, on peut assurer. Mais là, le sinistre, il est sur la France entière, il est sur tout le pays. Alors, il faut comprendre que les assureurs, ils ne peuvent pas, grâce à des cotisations de pertes d'exploitation prévues pour, je dirais, une entreprise sur 100, ils ne peuvent pas payer toutes les entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est toutes les entreprises en France, ou quasiment toutes, qui ont des pertes d'exploitation. Ça ne peut pas marcher. Je ne suis pas un fanat des assureurs, hein, mais il faut être logique. Ça ne peut pas marcher. Donc, des assurances pour pertes d'exploitation, dans le cas d'une pandémie, à savoir d'une pandémie qui s'étale à tout un pays, mais ça ne peut pas marcher. Là, il faut... D'accord ? À l'heure actuelle, on ne sait. Ce n'est pas prévu pour que tout le monde casse sa voiture le même jour. Si on casse toute sa voiture le même jour, l'assureur ne pourra pas nous payer. Il faut être simpliste, mais il faut être réaliste. Donc, n'allons pas chercher des possibilités d'assurance. J'ai discuté avec un responsable d'AXA, je crois qu'il me parlait, alors je ne veux pas dire le chiffre, je crois que le risque, la cotisation des pertes d'exploitation en France, ce serait 2 milliards d'euros et le risque, il sera 60 milliards. Donc, vous voyez qu'on ne pourrait pas, grâce aux cotisations de pertes d'exploitation, payer le sinistre qu'il y a aujourd'hui en France. Ce n'est pas possible. Enfin, est-ce un effet d'annonce parce que le lundi de Pâques, après l'intervention du chef de l'État, c'est vrai que dans la presse aussi, on nous a dit, voilà, on nous dit, on sollicitera quand même les assureurs à un moment donné parce que… Mais bien sûr, mais alors, le discours, il faut l'interpréter, le comprendre. Il est évident que les assureurs, pendant 2 mois, là, ils vont avoir beaucoup moins de sinistres. Si vous regardez, il y a beaucoup moins de personnes qui roulent, il y a beaucoup moins de personnes qui travaillent, il y a beaucoup moins d'accidents. Regardez les pompiers, mis à part pour les cas de Covid, ils sortent beaucoup moins et il y a moins d'activité. Donc le risque est moindre. Combien de pleines d'essence ça vous fait ce mois-ci? Moi, j'ai un budget d'essence qui a été divisé par 10. Vous voyez, un budget de carburant. Donc on voit bien qu'il y a moins de sinistres. Donc les assureurs, ils vont récupérer de l'argent sur les cotisations. Et le discours du chef de l'État, c'est de dire on va leur demander de participer. Oui, ils vont participer, très certainement. Ils sont obligés, sinon ils feront trop de bénéfices cette année. Et après, ils seront montrés du doigt, donc ils vont participer. Mais entre le discours du politique et la réalité, il y a souvent un monde. Donc les assureurs vont devoir participer automatiquement au travers des grosses compagnies d'assurance qui vont faire des économies sur les sinistres, mais ils ne peuvent pas payer le perte d'exploitation à tout le monde. C'est carrément impossible. Non, mais je comprends. OK. Ouais. Et peut-être une dernière mesure importante qui concerne les petites entreprises. Il y a quand même eu la possibilité reconnue aux petites entreprises de reporter le paiement de factures d'électricité, de gaz et des loyers sans risque de pénalité. Au départ, on avait surtout entendu l'électricité et le gaz, pas vraiment les loyers. Ça devait être une négociation individuelle, mais là, je vois que ça a été étendu. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et il y a, donc c'est un décret qui est paru il y a 15 jours qui le disait de façon très claire. Et alors, on arrive peut-être voilà, au bout de l'ensemble des mesures juridiques et qui clôturent peut-être l'ensemble de ce dont on voulait vous parler. Peut-être, je crois que vous vouliez aussi du coup faire le lien vers
les différentes mesures en région parisienne avec les liens utiles et les… Disons qu'effectivement, après avoir discuté avec Jean-Jacques, c'est vrai que sur Paris et la région, il y a quand même la chambre de commerce qui est importante. Donc, il nous a semblé fort utile de mettre les liens réseau qui sont assez précis, que ce soit le contact national CCI, l'interlocuteur sur Paris, François Armagnac. Et ensuite, en fonction de ce que vous avez pu expliquer, eh bien, le contact de la BPI, nous avons remis également la directe. Et dans le slide suivant, si tu veux bien vous avez évoqué la médiation, le rôle du médiateur. Donc, il y a un site qu'on peut effectivement saisir à ce propos, ou même aller s'adresser à des associations, nos fédérations, nos syndicats et nos organisations professionnelles qui ont souvent une aide technique éclairée et qu'on peut appeler durant la période pour des interrogations techniques, financières ou autres. Voilà. Et enfin, oui, il y a tous les administrateurs et les mandataires judiciaires. Donc, il y a un numéro vert et un site internet pour aider les entreprises à s'approprier et à appliquer les mesures évidemment annoncées. Parmi les liens utiles, vous voyez là tous les contacts région pour les entreprises dans le cadre du Covid-19 et le lien pour l'Île-de-France et un numéro également. Voilà. On arrive effectivement au bout de cet exposé. Je dirais quelle initiative ou quelle aide régionale ou nationale vous a le plus marqué, vous, durant la période pour aider les entreprises que vous avez l'habitude de gérer au niveau de l'expertise comptable? Alors moi, il y a une aide que j'ai trouvée très intéressante et que je suis en train d'ailleurs de mettre en œuvre pour l'un de nos clients. C'est justement une entreprise qui avait fait une demande de prêt PGE qui lui a été accordée, mais pas en totalité. C'est une entreprise qui avait connu par le passé des difficultés, mais dont les dirigeantes sont vraiment engagées et se battent pour la survie de leur entreprise. Et donc, au niveau de la région, on est allé chercher un financement complémentaire qui s'appelle le contrat entreprise en crise de trésorerie et qui peut aller jusqu'à 300 000 euros pour les entreprises qui n'ont pas réussi à avoir tout le financement dont elles avaient besoin. Donc, je trouve ce dispositif intéressant. C'est vraiment une aide de la région et pour aider leurs entreprises en local et en complément de tout ce qui a été mis en place au niveau national. Donc, voilà. Moi, c'est peut-être une mesure que j'ai trouvée intéressante. Ouais. Est-ce que vous avez pu aussi, par exemple, aider, éclairer les décisions de certaines entreprises à mettre leurs salariés en chômage partiel ou pas? Quels étaient les meilleurs Ouais. Alors, déjà, un petit complément là, sur l'information que vient de donner Cécile. Vous voyez, l'entreprise dont elle parle, c'est une entreprise qui, au travers de ses capacités, de ses besoins, était à peu près de l'ordre de 2 millions. On a réussi à lever 1 million auprès des banques locales. Vous voyez, et on va être court, on sait qu'on va être court. Et donc, alors c'est une entreprise qui a fait des efforts pour se restructurer, pour repartir. Et on a été en situation les chefs d'entreprise ont remis de leur poche et il manquait une partie du budget. Quoi, voilà. Et on est allé chercher au niveau de la région, alors que ce n'est pas une entreprise industrielle, c'est une entreprise de commerce, mais il y a quand même 50 salariés et la région a joué le jeu. Voilà, ça a été une belle initiative de nos politiques locaux. Ensuite, sur la question qu'Anne-Sophie vient de poser, qui était relative à… Le chômage partiel, par exemple, est-ce que parfois, on l'a vu durant la crise de 2008, on n'avait pas toutes les mêmes mesures, mettre les salariés en chômage partiel. Là, est-ce que vous avez incité? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que vous avez demandé un conseil? Il y a plusieurs catégories d'entreprises. Il y a ceux qui ont été obligés de fermer le premier jour. Par exemple, les concessionnaires automobiles, on en a une bonne dizaine ici, ils ont été obligés de fermer dès le premier jour parce qu'ils avaient très peu d'activité poids lourds.
des belles marques automobiles, peu d'activités poids lourds, ils ont dû fermer. Donc là, c'est le chômage économique pour tout le monde de suite. Alors après, les premiers temps, c'est pour ça que ces mesures ont beaucoup évolué. On ne savait pas s'il valait mieux passer par le garde d'enfants ou par le chômage technique, parce que les premières annonces étaient des annonces faites à la télé et on n'avait pas les textes. Vous voyez? Donc, on a été prudent, c'est souvent comme ça, et on a attendu de voir vraiment les documents sortir officiellement et non pas écouter les journalistes à la télé pour faire les choix. Alors, c'est vrai que tout le monde est pressé, c'est vrai qu'il y a un affolement, c'est vrai que tout le monde veut demander de suite et veut savoir s'il est éligible ou pas. Puis finalement, on s'est rendu compte assez rapidement en déclarant qu'on avait rapidement, sous 48 heures, des accords. On n'a pas eu de refus, quoi, voilà. Donc, il a fallu s'adapter. Hein. Comme le gouvernement s'adapte, si ces mesures ont autant changé, ben, ce n'est pas ce qu'il fallait s'adapter, quoi. Et nous, il a fallu qu'on s'adapte aussi. Il faut calmer le client. Il y a une certaine angoisse. Il faut penser que le chef d'entreprise, son entreprise, c'est son bébé, c'est son enfant. C'est quelque chose auquel il est très attaché. Et quand il a voit une difficulté, quand il la voit souffrir, il a très peur, quoi. Et donc, il faut rester vigilant, d'accord, et accompagner et parler beaucoup. Et c'est vrai que ça nous a donné mal d'heures de travail. Voilà. Bien, bravo pour ce travail réalisé, ce soutien aux entreprises. Vous avez une idée, parce que je vois que c'est une idée de comment ça se passera. On a été coupé. Quelle sera l'après? Quelle sera l'après-crise? Ben, vous savez, aujourd'hui, il faut être réaliste. Les politiques sont obligés de communiquer. Hein. Nous, on est près de la frontière espagnole. Alors, vous voyez, le gouvernement français vient de communiquer. Il a parlé du 11 mai. Bon. On est à 30 km de la frontière. Les Espagnols viennent de communiquer. Je l'ai appris aujourd'hui. Eux, ils ont annoncé le 15 juin. Oui. Ils ont déjà annoncé le 30 juin pour les hôtels, restaurants, campings. Vous voyez, donc ça, c'est des communications politiques. Et après, il y a le volet technique, le volet médical. Personne ne sait comment ça va reprendre. On parle de la reprise des écoles. Vous avez vu que dès qu'on a parlé école, tout le monde réagit, tout le monde dit attention, si ça. On ne sait pas dans un mois comment ça va être. On ne sait pas comment va évoluer la courbe. Si la courbe continue à descendre, il est évident que dans un mois, on pourra se permettre certaines choses. Mais entre la communication politique qui est très importante, parce que quand même le politique, si on veut respecter cette idée politique, c'est lui qui doit gouverner le pays, c'est lui qui doit dire où on va, c'est lui qui doit donner la ligne de conduite. D'accord ? Et on voit bien que les décisions qui sont données aujourd'hui, c'est des décisions pour donner de l'espoir. Mais en pratique, ça sera la maladie qui va gérer tout ça, quoi. Voilà. Il est évident qu'il y a beaucoup d'activités sur lesquelles on se fait du souci. J'ai parlé quelquefois de l'automobile. Est-ce que ça va être la première préoccupation des gens qui vont, quand ils vont reprendre des activités normales, d'aller acheter une voiture? Je ne le pense pas. Vous voyez, et le secteur automobile va être très touché. Par contre, je pense que les restaurants, les bars, tout ça, devraient reprendre une activité assez vite si la maladie a reculé. Si la maladie a reculé. Parce qu'aujourd'hui, sur la maladie, on est comme vous, hein, on écoute et on reste prudent. Voilà. Tout dépendra de comment va évoluer la maladie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de pronostic. Merci Jean-Jacques, merci Cécile pour ce point très détaillé. J'ai un commentaire justement d'une participante. Elle vous remercie d'avoir parlé de manière très pragmatique, de reprendre les aides sociales et financières ainsi que la partie assurance, tout en ajoutant la partie assurance. Donc un grand merci. Nous remercions évidemment les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Vous pourrez visionner ce DARE Chat sur la chaîne YouTube DARE Women, ainsi que le précédent DARE Chat qui est déjà sur la chaîne YouTube et qui portait sur les RH. Nous vous donnons rendez-vous, comme à l'accoutumée, mardi prochain à 17h pour un prochain DARE Chat expert. C'est Frédéric Rosier-Crétois, une DARE Woman entrepreneuse, gestionnaire de patrimoine, qui nous conseillera sur la gestion de nos actifs privés en ce temps si spécial de confinement sanitaire. Et elle sera interviewée par la présidente Frédérique Picard-Le-Bihan. Et demain, mercredi, nous serons en live sur Instagram, l'Instagram d'Air Woman. Nous invitons une personnalité qui nous révélera ses conseils audacieux. Elle nous révélera son parcours audacieux et on écoutera à cette occasion le violoncelliste Gauthier Capuçon.
Merci Jean-Jacques, merci Cécile. C'était fort intéressant. Je vous dis à très bientôt. Et à bientôt. Bon courage à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.